Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien essentiel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois Éric Verhaeghe. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, Xavier. Et Tu oui, me Éric, manquais. ben, bien sûr. Donc, Mais fondateur oui. du Courrier des Stratèges, on entend parler de toi partout. Tu Moi, écris j'espère des dans les bons articles, endroits quand même, parce que tu écris des articles qui sont de plus en plus lus sur la politique, sur l'économie, sur l'Ukraine, sur les élections. Et on est dans l'entre-deux-tours des élections législatives et je voulais m'entretenir avec toi de ton point de vue sur qu'est-ce qui s'est passé dimanche dernier et surtout qu'est-ce qui va se passer dimanche prochain. Alors, attends, j'ai pas pris ma boule de cristal pour te dire les résultats, mais de ce que je vois quand même. Donc c'est Irma Verhaeghe aujourd'hui. Irma Verhaeghe. Et en fait, personne ne sait. En réalité, alors, il y a beaucoup d'hypothèses, notamment des hypothèses qui circulent dans la presse, puisque nous en émettons. J'ai lu sous la plume de l'excellent Marc Andevelde dans la Tribune des hypothèses qui sont d'ailleurs très complémentaires de ce qu'on dit. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de questions qui se posent et qui interrogent toutes la stratégie et la solidité, la robustesse, si j'ose dire, de la stratégie d'Emmanuel Macron et de sa vision. Donc moi, de mon point de vue, si on prend un peu de recul par rapport à ce qu'on a vu, parce que ce qu'on a vu est évidemment partisan. Alors il y a des gens qui disent je suis pour, d'autres qui disent je suis contre, Macron est bien, Macron pas bien, etc. Ce qui est à peu près évident, c'est que Emmanuel Macron a autre chose à faire de ses journées que de s'occuper de politique intérieure, et il est très absorbé par les crises globales, mondiales, l'Ukraine et tout un tas d'autres choses, le Covid. Et moi, ce qui me semble évident dans tous les cas, c'est que la politique intérieure française est devenue une affaire accessoire dans le jeu électoral. Et qu'aujourd'hui, si on avait voulu élire un président absolument attaché à faire de la France une simple puissance régionale et à la dépouiller de toutes ses ambitions internationales, on aurait choisi Emmanuel Macron, parce qu'en tout cas, au bout de 5 ans de mandat, on peut considérer que finalement, ce qui se passe en France est devenu une simple anecdote qui occupe des petites gens, des Mélenchon, des Valérie Pécresse et autres, et que les décisions se prennent ailleurs et sur d'autres plans. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'en effet, cette semaine, dans un entre-deux-tours où la majorité parlementaire est menacée, Emmanuel Macron part en Ukraine, en Roumanie, peut-être en Moldavie, qu'au fond, le destin français ne se joue plus en France. Mais n'est-ce pas quand même le rôle du Premier ministre ou de la Première ministre de s'occuper d'asseoir sa majorité? Oui, mais justement, le sujet, c'est que avant, quand on était petit, dans la Ve République, le Premier ministre avait une existence, parfois compliquée, mais une existence politique, et il incarnait quelque chose politiquement. Là, on voit bien qu'Emmanuel Macron a choisi 3 premiers ministres, il en est à son 3e Premier ministre avec Elisabeth Borne, qui sont des premiers ministres techno, comme on dit, c'est-à-dire vraiment avec des profils de préférence de plan secondaire politiquement, voire non élus. Alors, Jean Castex avait quand même un petit mandat à Prades, comme maire de Prades, il avait un mandat, mais il était choisi sur son profil techno. Elisabeth Borne n'a aucun mandat politique. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus le président écrase d'une certaine façon la fonction de Premier ministre et ne choisit que des personnalités qui sont là pour régler les dossiers et certainement pas pour porter une vision ni pour incarner une alternative politique ou une majorité politique. Et le sujet, c'est qu'en dehors d'Emmanuel Macron, personne ne parle ou n'imprime dans la majorité actuelle. C'est-à-dire qu'Elisabeth Borne, elle ne débat même pas avec Jean-Luc Mélenchon. On pourrait imaginer un débat d'entre-deux tours entre Elisabeth Borne, Première ministre, et Jean-Luc Mélenchon, candidat à sa succession. Mais visiblement, ça ne se fera pas. Et on voit bien que, d'une certaine façon, le fauteuil est vide. Donc le rôle de Premier ministre aujourd'hui continue d'être le rôle qu'avait décrit Nicolas Sarkozy de collaborateur numéro 1. Oui, et je pense que Emmanuel Macron a continué, mais comme à de nombreux égards François Hollande, mais dans une proportion beaucoup mieux assumée, a continué l'hyper-présidentialisation du régime, et que donc il écrase les autres, il cannibalise sa majorité,
il cannibalise le parlementarisme lui-même, ce qui est un jeu très dangereux parce qu'en réalité il se met en première ligne et il susciterait une détestation moindre s'il déléguait un peu plus. Revenons un petit peu sur le résultat des élections de dimanche soir. Donc l'abstention au-dessus de 50% et Mélenchon qui à 20h arrive en tête et qui à 23h avec les derniers chiffres et à coude à quelques voix, 21 000 voix. Donc c'est un pari réussi pour NUPES. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, qui est lui aussi un très grand prestidigitateur, Mélenchon a une très grande force, c'est qu'il parvient à faire rêver les gens à partir de pas grand-chose. Et qu'en réalité, je trouve ça très bien, parce que Mélenchon sera sans doute le dernier rêve de la Ve République avant son extinction. Et donc Mélenchon est parvenu à faire croire qu'il allait être Premier ministre, qu'il allait gagner. Et là, il parvient même à faire croire qu'il a fait un score extraordinaire, alors qu'en réalité, ces 25% sont 25% de 50% de l'électorat, c'est-à-dire 12,5%. C'est quand même une défaite cuisante pour la gauche, hein, et pour une gauche unie. C'est-à-dire qu'on peut se dire aujourd'hui que la gauche unie en France, c'est 12,5% du corps électoral, pas plus. Sachant qu'un certain nombre de gens ont voté Mélenchon pour faire barrage à Emmanuel Macron. Donc, dans les voix qui sont allées sur la NUPS, il n'y a pas que des nupsiens, si j'ose dire. Il y a aussi des anti-macronistes, des gens qui, probablement pas mal de Zemmouriens d'ailleurs, qui ont préféré voter NUPS plutôt que Marine Le Pen en se disant qu'il y avait plus de dynamique, plus de potentiel électoral du côté de la NUPS. Donc, sur le fond, c'est un mauvais résultat, ne nous leurrons pas. Et le pari n'est certainement pas réussi, puisque en termes de nombre de duels en France, la NUPS a objectivement très peu de chances d'obtenir une majorité relative. Ça ne signifie pas que la dynamique que Mélenchon parvient à générer grâce aux médias, notamment au soutien médiatique dont il bénéficie très souvent de la part de médias subventionnés, ça ne signifie pas qu'il ne parviendra pas à améliorer son score, mais il faudra vraiment un concours de circonstances extraordinaire pour qu'il parvienne à obtenir une majorité relative à l'Assemblée nationale. En revanche, qu'il constitue une force extrêmement importante et qu'il prive Emmanuel Macron de sa majorité absolue, ça, c'est plausible. Je note d'ailleurs que Mélenchon a osé critiquer le résultat des élections, chose inhabituelle dans la Ve République, que Marine Le Pen n'avait pas voulu assumer après le fameux écart de France 2 de mémoire qu'il avait présenté à 14 millions et quelques de voix, puis finalement on s'est dit c'est 1 million de moins. Petite erreur technique. La petite erreur technique, elle n'a pas osé la ramener, si j'ose dire, contester les chiffres. Mélenchon, lui, n'a pas cette pudeur. Je le comprends, je pense que c'est une bonne stratégie. Cela dit, il n'est pas en position dominante. En revanche, il est en position de réaliser un vrai succès d'estime. Et par ailleurs, il occupe le terrain médiatique, ce qui, à mon avis, arrange Emmanuel Macron, parce que, d'une certaine façon, la situation sera tellement ingouvernable dans les semaines qui viennent que, après tout, expliquer, notamment aux instances européennes, qu'on n'y peut rien, il y a Mélenchon, vous comprenez, on ne va pas mettre le pays dans la rue, pour aussi peu, pour quelques affaires d'argent, c'est aussi une stratégie qui a du sens. Donc les présidentielles, le barrage à l'extrême droite, quand même, on a entendu Emmanuel Macron dire que si on votait à gauche, ou certains de ses ministres, si on votait à gauche, on n'était pas républicain. Donc une dialectique toujours discriminante entre les deux camps. Donc il y a le camp du centre, de l'extrême centre, qui dicte que l'extrême gauche, c'est pas républicain, que l'extrême droite, c'est pas républicain. On a des fronts républicains partout. C'est ça la nouvelle forme de politique en France ? Non, je pense qu'il y a un procédé qui, pour ma part, m'amuse beaucoup. Qui est le procédé de la bourgeoisie dominante de ce pays, qui n'a plus de frein. Alors, à une époque, il y avait la conscience qu'on ne pouvait pas aller très loin en faisant ça. Maintenant, cette conscience est abolie et les gens vivent dans un rêve. Il y a ce réflexe bourgeois qui consiste à dire si vous ne pensez pas comme nous, on vous bannit. Et aujourd'hui, le parti d'Emmanuel Macron, c'est le parti du bannissement de l'autre. C'est tout à fait intéressant d'ailleurs de voir que ces gens dont la religion de base est la religion de l'inclusion et de la diversité sont des gens qui ne supportent pas l'autre.
On pourrait d'ailleurs aller très loin, puisque Paul Ricoeur, dont Macron a prétendu à une époque qu'il avait été l'assistant, Paul Ricoeur fait partie de ces mouvements philosophiques qui ont pensé l'autre dans la foulée d'Emmanuel Lévinas, toute une culture philosophique qui pensait l'un et l'autre. En réalité, Macron est l'homme qui déteste ce qui n'est pas lui. Et il incarne cette classe sociale qui déteste ce qui ne lui ressemble pas. Et je crois que c'est une rupture historique fondamentale parce que cette tension, ce rejet de l'autre, il a toujours existé dans la pensée en France. Simplement, à une époque, il y avait des contre-pouvoirs qui faisaient qu'on disait « oui, mais si on veut faire société », je déteste ces expressions, si on veut faire société, il faut inclure l'autre. À l'époque, c'était spontané. Aujourd'hui, plus on parle d'inclusion, plus on pratique l'exclusion et le bannissement. Et je pense que c'est ce qu'il peut arriver de mieux à ce régime. Tu le sais, Xavier, je suis pour une disparition de la Ve République. Et je suis pour un renouvellement complet des élites de ce pays. Je pense que ce pays ne redeviendra grand que lorsqu'il aura purgé le radiateur, lorsqu'il aura éclusé. Expurgé tout le système. En tout cas, ceux qui sont les plus nuisibles. Donc, si on pense pas comme eux, toi, tu penses pas comme eux, donc tu te mets dans quel camp, toi ? Alors, moi, je trouve que, il y a ceux qui ont une vision et ceux qui n'en ont pas. La caste au pouvoir est convaincue que la France n'existe plus, qu'elle n'est plus qu'une petite chose, qui ne peut plus exister qu'à travers l'Europe, le multilatéralisme, le couple franco-allemand, etc. Moi, je crois que la France reste un grand pays. Et je pense que la France ne pourra demeurer ou redevenir un grand pays que lorsqu'elle aura javélisé les verrues qui, en son sein, la tirent vers le bas. Et ceux qui tirent la France vers le bas aujourd'hui, ce sont ces élites, son gouvernement profond, les Alexis Kohler, tous les gens qu'il a fait mettre dans des cabinets ministériels, les Aurélien Rousseau, les Marguerite Cazenave, tous ces gens qui nous expliquent qu'au fond, notre destin est d'obéir aux États-Unis sans réfléchir. Je crois que ces gens-là doivent être sortis. Ils doivent être épurés. Donc, tu n'as pas ta langue dans ta poche vis-à-vis de ce groupe d'individus dont tu fais partie quelque part. Pourquoi ? Tu es énarque, tu as fait partie de ces corps, tu les connais bien. Alors, moi, j'ai toujours servi la République. Je n'ai jamais servi la caste. Et j'ai fait plein de choses. Je me souviens quand j'étais petit, quand j'étais dans le service public, j'avais lancé le bac sur Internet. Et des gens, lorsque je suis parti, ont très méticuleusement détruit tout ce qui aurait pu faire de l'éducation nationale en France quelque chose d'avenir. Et donc je n'ai aucune estime pour eux. Et moi, j'ai peut-être fait partie de ces gens-là, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai toujours pensé que il fallait remercier. Moi, j'ai fait mes études, j'ai fait des études supérieures, j'ai fait l'ENA grâce à des bourses de l'éducation nationale, grâce à ce que la République donnait sans compter. Et j'ai toujours pensé qu'il fallait rendre ce qu'on avait donné. Donc je n'ai jamais eu aucune estime pour tous les gens qui considéraient qu'il fallait fermer le robinet de la promotion sociale et qu'il fallait vivre dans l'entre-soi. Et aujourd'hui, ce qui tue ce pays, c'est l'entre-soi des élites. Et c'est cette espèce de narcissisme permanent qui consiste à dire que si on a en face de soi quelqu'un qui ne maîtrise pas les codes, qui ne parle pas comme il faut l'éliminer. Donc moi, je l'aurais toujours dit, je vous emmerde, et moi, je suis là pour rendre ce que j'ai reçu, et certainement pas pour vous servir. Et je partage ce point de vue à titre personnel, je précise, puisque ici, je suis dans ma qualité de journaliste. Un des derniers articles que tu as signé sur le Courrier des stratèges, c'est qu'Emmanuel Macron nous mène droit vers la guerre contre la Russie, et personne ne bronche. Donc ça montre que l'entre-soi le soutient. C'est une affirmation assez grave, cette analyse. Pourquoi ? Je te pose la question. Non, je ne sais pas pourquoi c'est grave. Il y a quand même quelque chose de frappant, si tu veux. C'est que au détour d'un micro-trottoir, aujourd'hui c'est comme ça que se passe la communication présidentielle, au détour d'un micro-trottoir, un président de la République dit « nous sommes entrés dans une économie de guerre ». C'est une affirmation
est extrêmement grave, parce qu'à un moment donné... Il a déjà utilisé le mot guerre 6 il avait fois utilisé en mars 2020. Le mot guerre contre le virus, mais après tout, on pouvait se dire que c'est une formule stylistique. Mais l'économie de guerre, avec éventuellement une réforme du droit de propriété permettant des confiscations, ce sont des affirmations d'une gravité inouïe. Et ce qui est incompréhensible, c'est que ça se fasse dans un micro-trottoir. Enfin, si on rentre réellement dans une économie de guerre avec éventuellement une violation des droits de propriété pour faire la guerre, il faut saisir le Parlement tout de suite. Et ça se passe dans l'autre-deux tours des élections législatives, sans que personne ne dise quoi que ce soit, sans que la caste politique ou les hommes politiques ne se saisissent de ce message. Mais dans quel pays on imagine un chef d'État dire « Nous entrons dans une économie de guerre » au hasard d'une interview au bord d'un coin de rue, ou dans un hall de gare, sans que personne ne dise, faut débattre. Enfin, à un moment donné, il faut savoir si on est prêt à faire la guerre ou pas. Peut-être qu'il l'a débattu au Conseil de défense. Voilà, c'est-à-dire là aussi dans une opacité complète. Mais jusqu'à preuve du contraire, il y a un Parlement qui est fait pour ça. Alors certes, on est en renouvellement de mandat, mais il est inouï que ce que devraient être les contre-pouvoirs en démocratie soit anesthésié au point de ne pas relever que le président de la République annonce une entrée en guerre, de fait, sans que personne ne réagisse. Enfin, c'est absolument ahurissant. C'est vrai que c'est surprenant. Dimanche prochain, verdict des élections législatives, beaucoup de duels, quelques tripartites, le Front National, enfin le Rassemblement National plutôt, la partie extrême droite qui a peut-être pas performé autant que l'avait fait au présidentiel. Tes prédictions de Irma Verhaeghe? Éric Irma Verhaeghe pense que, en réalité, il y a deux possibilités. Soit la NUPS parvient à avoir une majorité relative, parce que je ne pense pas qu'il puisse avoir une majorité absolue. Je pense que les sondages sont, enfin, en tout cas, l'analyse des services de l'État est suffisamment bien faite pour que la situation soit sous contrôle. Donc, je ne pense pas que Mélenchon aura une majorité absolue. Je pense qu'il aura potentiellement une majorité relative et que c'est le scénario qui a la préférence d'Emmanuel Macron parce que ça le délivre de faire le sale boulot vis-à-vis de Bruxelles. Voilà, je pense qu'il a vécu le traumatisme de la réforme des retraites qui a duré 3 ans et qui finalement n'a abouti à rien. Réforme des retraites, gilets jaunes, voilà, etc. Je pense qu'il a vécu, il a mangé suffisamment de pain noir pour ne pas avoir envie de recommencer et que finalement une victoire de Mélenchon lui permet de ne plus s'occuper de politique intérieure et de gérer les crises globales et de plastronner sur les photos internationales. Donc moi, je pense que c'est plutôt vers ça. Donc soit la NUPS a une majorité relative, soit c'est la République En Marche qui a une majorité relative, auquel cas, comme si j'en crois la presse, comme Sarkozy le dit, ce sera l'occasion de phagocyter ce qui reste de la droite parlementaire, ou de la droite de gouvernement, comme on dit, et de la faire disparaître. Dans la pratique, je pense que pour les 5 ans à venir, il n'y aura plus vraiment de politique intérieure. Il y aura des rideaux de fumée. Donc rien ne va se passer dans les 5 prochaines années? En dehors de quelques décisions, on va voir. Tout le monde, évidemment, en réalité, là aussi, je trouve que c'est extrêmement révélateur. Depuis plusieurs mois, les vraies questions des gens, celles qui les intéressent, c'est est-ce qu'on va devoir se faire vacciner ou pas? Est-ce que nos enfants vont être vaccinés ou pas? Ça a été le grand tabou de la classe politique pendant les législatives. Personne n'en a parlé. Et là, à nouveau, c'est le grand tabou. Donc la question que se posent les gens, c'est de dire, mais est-ce qu'il y aura un mauvais coup qui sera fait, notamment avec Mélenchon, qui a dit qu'il était pour la vaccination obligatoire et qu'il, lui, le ferait à la mode stalinienne. Et je crois qu'il est capable de le faire, c'est-à-dire par une vraie contrainte physique d'obliger les gens à se faire vacciner. C'est ça la vraie question. Et il est particulièrement révélateur qu'aujourd'hui, le discours politique ne réponde plus aux questions que les gens se posent réellement dans la vie de tous les jours. Et ce serait pour ça qu'il y aura un si élevé taux d'abstention, d'après toi?
Ah oui, je pense qu'en réalité, les gens ne vont plus voter parce qu'ils se disent de toute façon que le vote ne sert plus à régler les problèmes importants. Dans le vote, on s'occupe de ce qui se passe sur la scène de théâtre, mais ils ont tous retenu la leçon de Luigi Pirandello. Je vais faire un peu le pédant quand même. C'est qu'ils voient bien que tous nos députés sont des personnages en quête d'auteur et qu'ils sont sur scène, mais il n'y a plus vraiment de scénario, plus vraiment de dialogue, il n'y a plus de pièces écrites et chacun se dit mais qu'est-ce que je fais là et ça, on sait tous où ça nous mènera. C'est-à-dire que tôt ou tard, très heureusement, la démocratie représentative sera balayée et remplacée par une vraie démocratie directe, mais ça prend un peu de temps. Et pourtant, la France n'est quand même pas un malade imaginaire, si jamais on peut utiliser notre image. Je suis arrivé en France en 86 et c'était pas le même pays. À l'époque, ça marchait. Et à l'époque, c'était bien et les Français, ils étaient contents de vivre en France. Aujourd'hui, c'est un autre pays, hein. C'est plus le même. Ben écoute, on va attendre les résultats de dimanche soir. Merci beaucoup, Eric, d'être venu nous parler de ton analyse de la situation, de ces élections, du succès relatif de NUPES et on va dire de tes prévisions pour dimanche et du désintéressement des Français pour cette France que tu ne reconnais pas puisque depuis 86 ça a changé. Merci beaucoup. C'est le bon temps. Et à bientôt. Et merci beaucoup à vous de nous suivre sur France Soir pour cet entretien essentiel. Donc soutenez-nous autant que vous pouvez. Merci beaucoup.